le Parlement paraguayen en flammes. C'est ici que quelques heures plus tôt, 45 sénateurs se sont réunis pour voter en faveur d'une nouvelle candidature du président Horacio Cartes aux prochaines élections. Une décision qui a provoqué la colère de ces manifestants. Durant la journée de vendredi à Asunción, ils s'en sont pris aux vitres du Parlement, mais aussi aux véhicules de police. La police anti-émeute a riposté avec des grenades lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Les Paraguayens peuvent se battre contre ces balles en caoutchouc. Les sénateurs veulent installer un dictateur dans notre pays. Depuis 1989, après la fin de la dictature, la constitution paraguayenne interdit la réélection d'un chef de l'État. Mais vendredi, sur les 45 sénateurs de la Chambre haute du Congrès, 25 ont voté en faveur d'un amendement constitutionnel qui autorise le président à briguer un nouveau mandat. Rien n'a été fait en dehors du cadre de la Constitution. Je le répète, cette session que nous avons eue aujourd'hui avec les 25 sénateurs s'est tenue dans les règles, légalement. Samedi, ce devait être au tour de la Chambre des députés d'examiner cette proposition. Mais la session a été reportée, le temps que la situation se calme. Les Birmans se rendent aux urnes aujourd'hui dans le cadre d'élections législatives partielles. 19 circonscriptions du pays sont concernées. Ce rendez-vous politique a valeur de test pour la dirigeante Aung San Suu Kyi. Elle est au pouvoir depuis un an et elle peine à relancer le pays. La situation économique mise à part, se pose aussi la question des Rohingyas, du traitement qui leur est infligé. Où en sont ces élections? À quoi peut-on s'attendre? Clovis Kazali est notre correspondant en Asie du Sud-Est. Le vote a débuté à partir de 6 h du matin à travers le pays et pour l'instant, la participation est plutôt faible comparée aux élections de novembre 2015 qui avaient vu un raz-de-marée, une victoire triomphale de la NLD d'Aung San Suu Kyi. Ces élections partielles vont donner 19 sièges à travers le pays dans des régions comme le Shan, à Rangoon, mais aussi dans l'Arakan où vivent les Rohingyas, la minorité la plus persécutée au monde, cette minorité musulmane selon les Nations Unies. Dans certaines de ces régions, la violence fait rage, il y a la guerre civile et si, comme les experts le prédisent, eh bien, on assiste à un réveil des partis ethniques, eh bien, ça voudra tout simplement dire qu'il y a la fin de l'union sacrée autour d'Aung San Suu Kyi, l'idole du peuple birman. Si les candidats de son parti, la NLD, s'inclinent, eh bien alors on pourra parler d'un vote sanction. Aung San Suu Kyi, justement, beaucoup d'espoir avait été placé en elle. Quel est son bilan un an après ? C'est vrai, ces élections partielles coïncident avec les 1 an au pouvoir d'Aung San Suu Kyi et on peut parler d'un bilan véritablement contrasté. Son combat pour la démocratie, le fait qu'elle ait, selon les Birmans, sacrifié sa vie d'une certaine manière pour la cause birmane contre la junte militaire, en ont fait une idole chez elle. Alors elle est très populaire, mais il y a de sérieux problèmes. Vis-à-vis des Rohingyas, par exemple, son silence intrigue alors que les Nations Unies parlent de crimes contre l'humanité. Forcément, les critiques ont fusé de la part de la communauté internationale et des ONG. Et chez elle, Aung San Suu Kyi ne fait plus l'unanimité. Les plus pauvres qui avaient d'énormes espoirs, eh bien, ne voient pas leur vie changer vraiment. Et il y a aussi une baisse de 30% des investissements étrangers depuis 1 an. Et pour finir, eh bien, il y a toujours la guerre civile en Birmanie. Ça dure depuis des décennies. C'était l'objectif majeur d'Aung San Suu Kyi, mettre fin aux violences dans l'état du Shan, par exemple, et dans l'état du Shan, où il y a ces élections partielles notamment, eh bien, la population est très déçue de voir que les combats continuent entre les rebelles de l'état du Shan et l'armée birmane. Mais il faut souligner encore une fois qu'Aung San Suu Kyi n'a pas les coups des franches et qu'elle gouverne encore avec les militaires, ses ennemis du passé. Demain dimanche, la Serbie élit son président. La Serbie, plus de 7 millions d'habitants, au cœur de l'Europe de l'Est, encore marquée par la guerre des Balkans. Ils souhaitent adhérer à l'Union européenne. 11 candidats sont en lice. Parmi eux, l'actuel Premier ministre Aleksandar Vučić, ancien ultranationaliste, ancien ministre de l'Information de Slobodan Milosevic. Il a aujourd'hui lissé son discours. Le reportage de notre correspondant à Belgrade, Laurent Houy. Le Premier ministre Aleksandar Vučić est le favori à la présidentielle serbe. Sa formation, le Parti progressiste, détient tous les pouvoirs et contrôle la plupart des médias. Vučić se présente comme l'homme de la stabilité dans les Balkans. Il s'affiche volontiers avec les dirigeants européens et les responsables russes.
L'objectif stratégique de la Serbie, c'est l'Union européenne. Mais nous voulons aussi avoir de bonnes relations avec la Russie, ce qui est normal. Sur ces archives, on voit Aleksandar Vučić coller de fausses plaques au nom de Ratko Mladić, le responsable du massacre de Srebrenica. Aleksandar Vučić était ultranationaliste, membre du parti radical. Mais en 2009, Vučić rompt avec les radicaux et rejoint un nouveau parti, les progressistes. Depuis, les radicaux sont affaiblis, tandis que les progressistes détiennent tous les leviers du pouvoir. Ont-ils pour autant rejeté le nationalisme? Depuis 8 ans, des journalistes analysent les déclarations des politiciens serbes pour les confronter aux faits. Le discours de Vučić n'est plus celui des radicaux comme avant. Par là, je veux dire qu'il ne parle plus comme un nationaliste. Mais dans son gouvernement, il a des ministres qui n'hésitent pas à employer la rhétorique nationaliste à l'attention de la population. Jeudi, les progressistes recevaient un responsable du parti de Vladimir Poutine. Le discours du candidat Vučić louvoie en permanence entre l'intégration européenne et le sentiment pro-russe d'une partie de la population. La victoire d'Aleksandar Vučić est probable dès le premier tour. Mais l'opposition démocratique, divisée après sa défaite de 2012, se rassemble derrière un nouveau venu en politique. Si Aleksandar Vučić est mis en ballottage, l'issue du deuxième tour serait beaucoup plus incertaine. La campagne présidentielle en France, nous sommes à un peu plus de 20 jours du premier tour. 20 jours pour casser la baraque et stupéfier le système. Déclaration de François Fillon hier lors d'un meeting à Toulon dans le Var. L'ancien Premier ministre s'en est vivement pris à Emmanuel Macron, protégé de François Hollande, a-t-il dit. Il s'est aussi présenté comme l'homme du sursaut. On s'arrête maintenant sur ceux que l'on appelle les petits candidats. Ils ne drainent pas les foules, ils font campagne avec des moyens assez maigres. Ils éprouvent quelques difficultés à se faire entendre. Voyez le reportage de nos confrères de France 2, Manuel Tissier et Chloé Cormery. 3 candidats en quête d'audience. Jean Lassalle, François Asselineau, Jacques Cheminade tentent de se faire entendre et ce n'est pas toujours simple. Un vendredi soir, en banlieue parisienne. On doit arrêter d'utiliser les jeunes. Jacques Cheminade et son équipe ont installé leurs fauteuils en plastique devant la gare de Bondy. À la sortie des bureaux, quelques curieux s'arrêtent, d'autres ne font que passer. C'est le cas en Chine. J'ai déjà entendu ce nom quelque part, mais franchement, je ne connais pas la personne. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il est député ou s'il est maire. L'occasion pour les militants de distribuer leurs tracts et d'argumenter sur le programme de l'ancienne énarque. Comment, si on s'attaquait au système bancaire, on pourrait mettre les moyens pour développer le territoire. Au bout d'une heure, le candidat Cheminade reprend la route sans se laisser décourager. Il y a des gens qui passent, il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui rentrent. Il fait froid, il n'y a pas de soleil. Donc, mais il y a un peu de soleil dans leur cœur quand même notre présence. La politique, ça se fait dans la rue. Ça se fait dans les réseaux sociaux, mais ça se fait aussi dans la rue. Les réseaux sociaux, c'est le cheval de bataille de François Asselineau. Le candidat multiplie les interventions sur sa chaîne YouTube, les infographies pour expliquer son programme. Et il parvient à attirer la foule. Plus de 5000 personnes lors de son dernier meeting à Paris. Drapeaux, clameurs, les images ressemblent à celles des grands partis. Merci. Vous allez voir, vous allez être surpris. La chaîne YouTube de l'UPR a dépassé les 10 millions de vues, lorsque celle de M. Macron en est à 1 million. Je vois qu'actuellement, nous avons à peu près 300 adhérents par jour qui se précipitent. À côté de moi, Jean Lassalle, lui, a choisi une campagne de proximité. À la mairie de Blaye, cette semaine, il est venu investir son premier candidat pour les législatives et marteler son credo, le rassemblement. Quand on aspire à devenir président de la République et qu'on s'est donné autant de mal que je m'en suis donné depuis tant de temps, on ne segmente pas le peuple français. Pour Jean Lassalle, comme pour les autres candidats, il reste encore 24 jours pour parcourir la France à la recherche des électeurs. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à nos antennes.